Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Quartier des Ondes et c'est l'heure des histoires avec Conte à l'ouest. Aujourd'hui, Sophie et Annick de l'association des tisseurs de contes sont avec moi en studio. Bonjour à toutes les deux, vous allez bien ? Bonjour, on va très bien, merci. Alors, je pense que je me suis trompé sur un micro, Annick, je suis désolé, on t'a pas bien entendu dans le micro. Ah. Hop, voilà, là c'est Là, bon, c'est j'ai retrouvé bon. ta voix. Voilà. Alors- Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, quelle est la thématique aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler de filles et de fils de, mais c'est pas tellement le plus important. Le plus important, c'est tout ce qui va se dire dans les histoires. C'est vrai que c'est un sujet vaste, donc j'imagine déjà, ça m'intrigue beaucoup. Et qui va commencer à nous raconter des histoires alors ? Alors moi, je commence. C'est- C'est un conte qui m'a été donné comme un conte de Ligurie, mais il semble que le motif se retrouve dans pas mal de contes d'Europe centrale. Donc voilà, celui-ci est dit de Ligurie. Un pêcheur avec 3 fils. Oh, déjà des beaux gaillards. Le plus jeune, il vient d'avoir 15 ans. Il a encore une bouille ronde, des taches de rousseur, une tignasse rousse. Frondeur, souvent en opposition avec son père, bagarreur avec ses frères. La pêche est mauvaise et ça dure. La famine gagne. Et surtout pour les gros gaillards, là, c'est difficile. Et le jeune ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi toujours on pêche dans les mêmes eaux. Il voit bien qu'un peu plus loin, pas vraiment plus loin, l'eau est poissonneuse. C'est une eau maudite, interdite. Ceux qui sont allés là-bas ne sont jamais revenus. Voilà ce que dit le père. Une nuit, le jeune homme, sans en parler même à ses frères, prend la barque et va dans les eaux maudites. À peine arrivé, il voit les poissons, mais comme s'il sortait d'une boîte, un diable lui saute sur le dos. Il est prisonnier du diable. « Tu oses venir dans mes eaux, prendre mon poisson ? Je suis bon prince, rame, accoste. » Et le diable entraîne le jeune homme au bord d'un lac. Un lac immense. Sans doute plus d'une journée pour en faire le tour. Profond, une eau verte, abyssale. Et il lui donne un seau en bois aux lattes disjointes. Tu as la journée pour assécher le lac. Le jeune homme commence à remplir son seau, à le vider, puis c'est peine perdue. Alors il se met en colère, il jette son seau au milieu du lac, et le seau sombre aussitôt. Il a 15 ans. Il ne veut pas mourir. Il est désespéré, les larmes lui viennent. Un petit peu avant midi, le diable a réuni ses filles. 7 filles. La plus jeune lui cause un peu de soucis. Elle est belle, intelligente, et n'en fait qu'à sa tête. Il veut la mater. Le diable veut mater sa dernière fille. Aussi, quand il demande qui veut porter le déjeuner aux prisonniers, elle, « Oh ben pas moi. Ben si, tu iras. » Elle va donc porter le déjeuner, trouve le jeune homme avec les yeux rougis, s'inquiète de ce qui se passe. Ne t'inquiète plus. Mange, prends des forces, tu en auras besoin, je m'occupe de tout. Voilà ce que dit la jeune diablesse. Il ne sait pas comment elle fait, mais en un rien de temps, le lac est asséché. Et c'est ce que trouve le diable au soir.
Ah, tu es un garçon avec des ressources. Tu as réussi l'épreuve. On va voir comment tu réussis la seconde épreuve. Et cette fois, le diable entraîne le jeune homme au pied d'une tour. Une tour au mur abrupt, lisse. Oh, bien 300 mètres. Et le diable lui tend une corde de 1 mètre. Le jeune homme lance sa corde, essaye de s'agripper. Peine perdue. Et le voilà à nouveau à se désespérer. Les larmes lui viennent. Il a 15 ans, il ne veut pas mourir. Et à nouveau, à midi, le diable réunit ses filles. Moi, j'y suis allée hier, je ne veux pas y aller. Eh bien, tu iras. Et voilà la fille qui trouve à nouveau le jeune homme, qui s'inquiète de la difficulté. Il s'agit de retirer 2 œufs dans le nid au sommet de la tour. La jeune fille dit au jeune homme de ne pas s'inquiéter, de prendre des forces, il en aura besoin. Il ne sait pas comment elle fait, mais il lui ramène les 2 œufs. Ainsi, le soir, eh bien, le jeune homme peut présenter les 2 œufs au diable. Ah, vraiment, tu as des ressources. Ah, voyons, si tu réussis la dernière épreuve, eh bien, tu auras la vie sauve et en plus, je te donnerai une de mes filles. Cette fois, le jeune homme doit aller chercher un anneau au fond d'un puits. Quand le diable a jeté l'anneau dans le puits, il y a eu un long temps avant d'entendre le ploc dans l'eau. Et après, sans doute, il y a très profond d'eau dans le fond du puits. Donc, c'est mission impossible. Donc, le voilà encore désespéré. Il a 15 ans, il ne veut pas mourir. Et bien sûr, c'est la jeune fille qui est renvoyée pour le dîner, bien, malgré ses protestations. Et elle le trouve là, encore les yeux rougis. Et encore, elle lui dit cette fois, c'est toi qui vas faire le travail. Le travail. Tout ce qu'il peut faire, c'est il doit la tuer. La tuer, la découper en morceaux et jeter les morceaux dans le puits. Lui, il n'a jamais qu'assommé et découpé du poisson, et cette fille lui a sauvé la mise pendant seulement déjà 2 fois. Alors elle lui met un poignard dans les mains. Elle tient ses mains, elle dirige la lame contre sa poitrine à elle et l'aide à la tuer. Morte, le jeune homme commence à découper la jeune fille, il est maladroit. Tant bien que mal, il réussit à découper la jeune fille et jette les morceaux dans le puits. Et la jeune fille réapparaît, renaît, tout entière. Tout entière, moins un petit os à l'orteil qui a sauté dans le découpage. La jeune fille pense que c'est pas très grave, qu'au contraire, ça va les servir. Car la preuve ensuite, quand le diable retrouve l'anneau, il doit permettre au jeune homme de choisir une de ses filles. Il les a fait toutes alignées, recouvertes d'un sac de toile de jute. Heureusement, les diablesses sont pieds nus et les orteils dépassent, si bien que le jeune homme peut choisir la plus jeune. Ils sont mariés, mais la jeune diablesse sait que son père veut les faire disparaître tous les 2. Il veut les tuer. Alors elle a le temps de lui chuchoter « Descends vite à l'écurie et tu prends le plus petit cheval ». Le jeune homme descend à l'écurie. Quand il voit le petit cheval, il n'est pas plus haut qu'un poney, un petit poney, et maigre, il n'a que la peau sur les os. Il se dit, on ne pourra jamais fuir à 2 là-dessus. Et il prend donc le grand cheval et vient chercher la fille. La fille, elle lui dit, tu ne m'as pas écouté, tant pis, on n'a pas le temps, on fuit. Et les voilà à fuir. Ils galopent. Le diable s'en aperçoit assez vite. Ah, heureusement, ils m'ont laissé le petit cheval. Le petit cheval
même montée par le diable, est une boule de feu qui galope, 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 galope. Très vite, la fille sent le chaud derrière. Elle sait que son père est derrière, il va les saisir. Alors, elle utilise encore un don qu'elle a pris à l'anneau, la métamorphose. Le cheval devient buisson, le jeune homme chasseur et elle oiseau. Et le petit cheval, avec le diable, la boule de feu, passe devant sans s'arrêter, et puis le diable est perdu. Mais où sont-ils passés? Alors il revient à son palais, raconte l'affaire à sa femme de diablesse, qui lui dit « Mais il n'y avait personne. » Ben oui, il y avait bien... Tu t'es fait berner. Et lui repart. Il repart. Et il galope. Et il n'a que quelques crins la queue du grand cheval dans les mains, car le couple sur le cheval a passé la frontière du domaine diabolique. Le jeune homme a pu retrouver sa famille, présenter la jeune fille. Ils ont continué à s'écouter pour s'entraider. Ils n'ont plus jamais été en panne de poissons. La pêche a toujours été devenue fabuleuse. Et ils ont sûrement vécu heureux, mais ça c'est une autre histoire, sans diablerie vilaine. Le conte est fini. Merci. Donc c'était un conte merveilleux, un petit peu long, mais voilà, une histoire de diablerie. Endiablé. Voilà. Voilà, on comprend bien pourquoi tu as choisi cette musique, Annick. Sophie, tu vas nous présenter ton premier conte aussi? Oui, ça se passe au Sénégal. On va partir plus loin. Ah. Comme tous les jours, ce jour-là, Mamoru travaille dans son champ. La chaleur est accablante, humide. Et le midi, il est heureux de pouvoir se reposer sous son baobab qui se trouve au milieu du champ. Cet arbre est immense, magnifique, majestueux. Il va s'endormir lorsqu'il entend une voix au-dessus de lui. Il est surpris, il regarde, mais il ne voit rien à travers le feuillage. Pourtant, il y a bien une voix et quelqu'un qui dit « Enfant, vous ne devez pas voler le grain de Mamoru. Ce n'est qu'un humain et nous sommes des djinns. Mais il travaille, il est honnête, c'est un bon voisin, nous devons le respecter. » Et la voix se tait, et le bruit des feuilles au vent reprend. Mamoru est stupéfait. Quoi? Les djinns, aussi puissants soient-ils, peuvent avoir faim? Que vont-ils manger aujourd'hui? Mamoru réfléchit longtemps. Puis il prend sa bêche et il se remet au travail. Le soir, avant de rentrer chez lui, il dépose un panier rempli de grains de mil au pied du baobab. Le lendemain matin, il retrouve le panier vide et Mamoru se met au travail avec un peu plus de contentement que d'habitude. Et ainsi, tous les soirs, lorsqu'il quitte le champ, il dépose un panier de grains qu'il retrouve vide tous les matins. La saison sèche arrive. Mamoru ne va plus travailler dans le champ. Son fils, Seriba, doit quitter le village. Il n'y a pas assez à manger pour tous.
Il marche toute la journée et va à la ville. Là, il trouve une petite cabane faite de planches, de bois pourri, recouvert de tôle ondulée rouillée. Elle est vide, il s'y installe et il cherche du travail. Il trouve des travaux difficiles, peu payés, mais cela lui permet de vivre. Enfin, les nuages s'amoncellent au-dessus de lui. La saison des pluies revient. Il va pouvoir retourner au village. La veille de son départ, on frappe à la porte. Seriba est surpris. Il ouvre et devant lui est un jeune homme tout souriant. « Bonjour, ami. Je sais que tu retournes dans notre village. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, apporter à mon père cette bourse d'argent et lui dire que je vais bien ?» Seriba est étonné. Il lui explique qu'il ne sait pas qui il est. Il habite dans son village, mais comment s'appelle-t-il? Où habite-t-il? Et le jeune homme lui dit « Je suis le fils du djinn qui habite dans le baobab, dans le champ de ton père, Mamoru. » Seriba accepte de prendre le petit sac d'argent ainsi qu'une boîte de bois brun remplie de poudre. Le lendemain, il marche toute la journée. Le soir arrive, il salue sa famille, enfin heureux. Et tout de suite après, il explique à Mamoru sa rencontre avec le fils du djinn. Mamoru l'encourage à respecter sa promesse. Donc tôt, le lendemain matin, Seriba se rend sous le baobab. Comme le fils de djinn lui a expliqué, il prend la poudre dans la petite boîte. Il est un peu inquiet, un peu effrayé, mais il met la poudre sur sa langue. Et dans un nuage de poussière, il se retrouve devant un palais magnifique fait de pierres blanches, avec des colonnes d'or et un toit en argent. Un énorme chien jaune, grognant, menaçant, s'avance vers lui. Seriba d'abord recule, puis se rappelle des conseils du fils du djinn. Il avance tranquillement vers lui. Le chien s'arrête de grogner, flaire sa main, puis le conduit dans la cour du palais, où se repose un vieux djinn. Très étonné de voir un humain, c'est la première fois en 200 ans qu'il habite ce palais qu'un humain se présente chez lui. Seriba lui donne le petit sac d'argent et les bonnes nouvelles de son fils. Le vieillard est enchanté. Ils discutent ensemble tous les deux toute la journée. Le midi, ils mangent des fruits et boivent de l'eau fraîche. Et le soir, au moment de partir, le vieillard lui montre à Seriba, au bord du chemin, tout un tas de diamants. Il lui dit « Je crois que chez vous, cela a beaucoup de valeur, mais chez nous, ce ne sont que des cailloux. Prends-les si tu veux. » Alors Seriba remplit ses poches de diamants. Le vieillard lui pose la main sur les yeux et Seriba se retrouve sous le baobab. Là, Mamoru, son père, le rejoint. Seriba lui montre les diamants. Le père pose son bras sur les épaules de Seriba, et tous les deux retournent chez eux. Heureux, riches, satisfaits d'avoir de si bons voisins. Merci Sophie. C'est vrai que des voisins comme ça, on aimerait bien en avoir. Oui, on est preneurs. Mais en même temps, voilà, faut être convivial avec ses voisins si on veut avoir une relation. Si on reste coincé chez soi, parfois, on se ferme des portes. Ah oui, puis là, ce sont des diamants, mais il y a d'autres richesses quelquefois chez les voisins quand même. Des crêpes, des gâteaux, parfois. Des histoires. Des histoires, ouais, carrément. Et de l'entraide, bien sûr. Et de l'entraide, voilà.
c'est à mon tour. C'est à mon tour et on continue, c'est toujours un voyage parce que ce conte-là, on m'a donné comme un conte égyptien. Donc vous voyez, on voyage en plus. Sa nourrice se désespère. Petite si gentille, avec toujours des mots charmants, et puis une voix. Elle chantait, mais comme un rossignol. Pas pitié maintenant de la voir comme ça. La jeune fille, c'est une princesse. Vraiment une jeune fille née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Riche, belle, intelligente. Enfin, tout ça, c'était avant. Jusqu'au jour où son père a décidé de la marier. Elle en a eu vite assez de voir défiler des hommes soi-disant riches, beaux, intelligents, des braillards, des bavards, des vantards. Elle en a eu assez. Elle a fait vœu de silence. Vœu de silence, elle est devenue muette. Depuis, elle reste les yeux rivés sur une broderie. Bien sûr, les hommes continuent de défiler. Des braillards, des bavards, des vantards. Son père a obtenu, par un signe de tête en réponse, qu'elle épouserait celui qui réussirait à la faire parler. Donc le défilé continue. Tout homme peut se présenter, quelle que soit sa condition. C'est ce que comprend un jour un jeune jardinier du palais royal. Il avait aperçu un jour la princesse. Et il en était tombé éperdument amoureux. Mais de mémoire de rose, on n'a jamais vu un jardinier épouser une princesse, donc il continuait de rêver. Mais cette fois, il réfléchit. Il réfléchit le jour, il réfléchit la nuit, longtemps. Le sommeil l'a quitté. Mais ça y est, il a l'idée. Alors il se présente. La nourrice le fait entrer dans la chambre de la princesse. La princesse a toujours les yeux rivés sur son ouvrage. Lui n'a pas non plus de regard pour elle. Il s'assied à un guéridon sur lequel est posée une chandelle allumée. Il s'adresse à la chandelle. « Écoute-moi bien, chandelle. Il m'est revenu une histoire. L'histoire de 3 compagnons, 3 amis toujours, qui entreprennent un voyage pour connaître le monde. Le premier soir, il faut allumer un feu pour garder les bêtes sauvages éloignées et prendre un tour de garde. Le sort désigne un des amis qui est menuisier. Lui s'installe et puis pour passer le temps, machinalement, il trouve une jolie branche de châtaignier et commence à la sculpter. Écoute bien, chandelle. Écoute bien. La jeune fille, tout en gardant les yeux sur son ouvrage, a suspendu son aiguille. Écoute, chandelle. Quand le deuxième compagnon a pris la relève, lui, il était ailleurs. Quand il a vu ce qui avait sculpté son ami, une femme dont la peau paraissait douce tellement il avait poli le bois. Elle avait une chevelure qui lui descendait dans le creux des reins, des jambes galbées, des petits seins, enfin, une femme magnifique. Mais le deuxième homme, écoute bien, chandelle, le deuxième homme était ailleurs et il ne pouvait pas la laisser nue. Alors, au fond de son sac, il a trouvé une étoffe et il a su draper l'étoffe et la coudre pour habiller
La jeune femme. Écoute bien, Chandelle. Écoute bien, Chandelle. Et la jeune fille, qui avait repris son ouvrage, a à nouveau suspendu son aiguille. Quand le troisième compagnon est arrivé pour prendre son tour de garde, il a découvert cette femme élégante, très belle. Il lui manquait que la parole. Et lui, il était instituteur. Aussitôt, il s'est dit, je vais la faire parler. Écoute bien, Chandelle, écoute bien, Chandelle. Et la jeune fille tirait l'aiguille, mais à nouveau l'a suspendue, a tiré sur le fil. Elle attendait la suite, bien sûr. Écoute, Chandelle. Le jeune homme était doué pour enseigner. La jeune fille était douée pour apprendre. Elle a bien su parler très vite. Si bien que le lendemain matin, il était 3 compagnons, mais ils avaient avec eux une jeune femme. Et tous, évidemment, voulaient la jeune femme. Chacun voulait la jeune femme pour lui. Le menuisier a dit, quand même, c'est moi qui l'ai créée. Et le tailleur a dit, moi je lui ai rendu sa dignité, je l'ai vêtue. Et l'instituteur lui dit, moi je lui ai enseigné la parole. Écoute bien, Chandelle, à ton avis, qui la jeune fille doit-elle choisir? Quel homme doit-elle choisir? Et la parole a fusé. Bien évidemment, c'est l'instituteur. La jeune fille avait parlé. Le jeune homme avait gagné. Ils se sont regardés, le jeune homme jardinier, tes beau garçon. Ils se sont aimés. D'ailleurs, c'était leur premier mot d'amour. Et on peut imaginer bien d'autres après. Waouh. Pas mal. La technique, il a réussi à l'avoir. Je prends note. Il était malin. Oui, sûrement. Peut-être que, oui, il faut écouter les femmes. Traverse la mer. Je suis fille de soldat qui déteste la guerre. Je suis fille de forçat, criminel évadé, et fille de fils du roi, trop pauvre à marier. Fille de coureur des joies et de contrebandier, enfant des 7 nations et fille d'aventurier. Métissée sans mêler, bien qu'on me l'ait caché, c'est un sujet de honte, j'en ferai ma fierté. Je suis fille d'Irlandaise, poussée par la famille. Je suis fille d'Écossaise, venue crever en usine. Dès l'âge de 8 ans, 16 heures sur des machines. Mon Dieu sait que jamais je n'ai courbé les chines. Non, je suis restée droite, là devant les patrons. Même le jour où ils ont passé la conscription. Je suis fille de paysan et fille d'ouvrier. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. Alors, une fille, elle a repris une chanson, c'est ça? Elle a changé, elle a adapté. C'était Je suis fils de. Je sais pas si c'est un truc québécois, enfin voilà, j'ai pas trop trouvé l'origine, mais bon, je trouvais que ça allait bien avec mon propos. En tout cas, là, il y a beaucoup de femmes fortes, c'est les filles qui apportent la solution aujourd'hui. Et ça fait du bien, je trouve. C'est encore le cas dans mon conte. Super, alors. Le fils de roi va se trouver en danger et c'est une fille de magicienne qui va le sauver. Génial.
Le roi est un homme sage et il gouverne son pays avec générosité. Mais dans l'histoire, on n'a pas retenu son nom. Par contre, on se rappelle encore de son fils qui vécut des aventures extraordinaires. Il s'agit du prince Abad. Le prince est un jeune homme, plutôt beau, souriant, charmeur, séducteur, un peu trop impulsif. Il agit souvent sans réfléchir, mais la sagesse viendra avec l'âge, sûrement. Il est instruit, érudit même, et très intelligent. Le roi le charge d'une mission. Il doit être ambassadeur auprès de l'empereur des Indes. Alors le prince part. Dans le désert, le convoi de chameaux, avec des serviteurs et des soldats, avance lentement. Mais des pirates attaquent le convoi. Les serviteurs se sauvent, les guerriers se battent, ainsi que le prince, mais les brigands sont trop nombreux. Et le prince tombe de cheval blessé et perd connaissance. Il se réveille longtemps. Il est au milieu du désert, plus personne ne peut l'aider, alors il marche. Enfin, il trouve une maison de terre sèche. Il frappe à la porte et il s'effondre. Là, une jeune femme lui ouvre la porte, l'aide à aller sur le lit, le soigne, et le prince s'endort. Le lendemain matin, il voit cette magnifique jeune femme, devant lui. Alors il l'enlace et ils s'aiment toute la journée, toute la nuit. Au réveil, le prince voit au-dessus du lit une plaque avec des signes mystérieux. Il tend la main, mais la jeune femme crie « Arrête, arrête, c'est dangereux !» Le jeune homme ne peut résister à toucher la plaque. Et dès qu'il touche la plaque, un nuage de fumée apparaît, un djinn énorme se montre à eux et crie « Femme, tu m'as appelée !» Mais qui est cet homme ? C'est l'époux de la jeune femme. Il est très en colère, bien sûr. Il prend la femme, lui arrache la tête. Il prend le prince Abad qui pense que sa dernière heure est arrivée. Mais le géant s'élève, défonce le toit de la cabane, va jusqu'au ciel et il transporte Abad au-dessus du désert, au-dessus des vallées, au-dessus de l'océan. Et là, il le laisse tomber sur une petite île déserte et lui dit « Maintenant, tu seras singe !» Le prince Abad voit son corps se recouvrir de poils, ses mains deviennent griffues, il veut parler mais il couine. Le voilà singe tout seul au milieu d'une île. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Il est désespéré. Il arrive à se nourrir de quelques fruits. Enfin, un navire apparaît. Une chaloupe avec des matelots arrive jusqu'à l'île. Le singe les accueille. Ils sont amusés. Ils veulent bien accepter les fruits qu'il leur tend. Et puis, au moment du départ, il a l'air tellement désespéré que les marins acceptent de l'emmener avec eux. Ils vont jusqu'au bateau. Là, pendant quelques semaines, le singe prince est sur le pont. Et puis, il aide comme il peut. Il aide à s'occuper des voiles, il aide à nettoyer le navire. On lui donne quelques morceaux de viande séchée et un peu d'eau. Et puis enfin, le bateau arrive au port. Là, une délégation provenant du palais du sultan arrive. Le sultan cherche un nouveau scribe royal. Devant les parchemins et l'encre, le singe s'agite. Les courtisans veulent l'arrêter, mais
Mais le capitaine dit « Laissez-le, c'est un singe extraordinaire, vous allez voir. » Et la calligraphie du singe est tellement belle qu'on l'habille d'une magnifique robe et qu'on l'emmène au palais du sultan. Le sultan s'amuse d'abord de voir ce singe débarquer. Il est à côté d'un échiquier. Le singe prince s'assoit et fait signe au sultan qu'il veut jouer. Le sultan joue et perd la partie. C'est incroyable. Alors on appelle la fille aînée du sultan. C'est une fille de magicienne. Elle sait lire les histoires sur les visages. Et elle conte donc l'histoire du prince Abad. Tout le monde la supplie. Peut-elle le sauver? Peut-elle lui faire retrouver sa peau d'homme? Bien sûr, elle le peut, mais elle risque sa vie. Mais devant l'air suppliant du singe, elle accepte. Elle va dans le jardin. Elle appelle le djinn. Le djinn arrive. D'abord, en voyant la princesse, il se transforme en lion et se jette sur elle. Elle se transforme en sabre, veut lui couper la tête, mais le lion se transforme en aigle, veut saisir le sabre qui se transforme en serpent. L'aigle devient chat, le serpent devient loup, le djinn enfin devient feu, énorme, immense, qui veut brûler la princesse, mais la princesse a la bonne idée de se transformer en nuage, la pluie tombe drue sur le feu qui s'éteint. Le djinn est devenu cendre, qui s'éparpille au gré du vent. La princesse reprend forme humaine, mais elle est épuisée, elle est mourante. Abad, lui, est redevenu prince, est redevenu homme. Il descend très vite, il prend la jeune femme dans ses bras et lui demande ce qu'il peut faire. Il ne peut pas la sauver. Mais la princesse lui dit « Va parcourir le monde et cherche la sagesse. » Le prince, libéré de sa peau d'animal, revêt l'habit alors des chercheurs de vérité. Oh, c'est triste pour elle quand même. Ah, les histoires ne se terminent pas Non, toujours bien. C'est vrai. Mais au moins lui, il pourra devenir un peu plus grand. Tu vois. Je pense que ça a dû le marquer. Un conte de sagesse. Oui. On continue le voyage. Alors là, c'est un voyage dans le temps.
et dans l'espace toujours, puisque j'ai puisé dans la mythologie grecque. Je suis née il y a longtemps en Lydie, Asie mineure, dans la ville de Colophon, une ville réputée pour ses pourpres. Et mon père, Edméon, était teinturier. Et c'est lui qui m'a raconté ma naissance, comment il était fier, quand ma mère, au milieu de l'atelier, m'a donné naissance, au milieu du chointement des feux, des bouillonnements des marmites, des claquements des toiles, du brouhaha des hommes au travail. Je suis née, ils m'ont nommée Arachné. Et naturellement, j'ai grandi dans l'atelier. J'ai découvert les couleurs, j'ai aimé la douceur des étoffes, le moelleux des laines, la rugosité des cordes, et j'ai appris à nouer et à dénouer. Si bien que, à 5 ans, on s'exclamait « Mais c'est extraordinaire! Cette petite est douée! Elle a sûrement reçu un don de la déesse Athéna. Athéna, déesse des arts de la cité. » Et à 10 ans, j'excellais déjà dans mon art. Mais les langues marchaient. On nous cache quelque chose. Cette petite est sûrement la fille d'Athéna elle-même. Regardez, cette finesse, cette inventivité. Oh, sûrement la fille d'Athéna. Nous, on en avait marre avec ma mère d'entendre Athéna par-ci, Athéna par-là. On rongeait notre frein, on avait beau répéter que j'avais appris dans l'atelier avec ma mère, toute seule. Et à 15 ans, les commandes pleuvaient. J'étais presque à l'apogée de mon art. Mais il y avait toujours cette histoire d'Athéna qui traînait. Un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais vraiment, je les ai envoyés pète. J'ai dit, mon kikiné avec Athéna. Athéna par-ci, Athéna par-là. Athéna, c'est une naine. Elle ne m'arrive pas à la cheville. Moi, mes chevilles, elles avaient enflé. Et bien sûr, la chose a été répétée à Athéna. Et la traîtresse, elle est venue me voir déguisée en vieille femme. Et elle a fait mine de s'intéresser à mon travail. « Ah, tu fais là un bien joli ouvrage, ma fille. Il te faudrait prendre des cours avec Athéna. » Athéna, c'est une naine. Je n'ai rien à faire d'Athéna. Aussitôt, la vieille s'est redressée. Elle a pris son allure guerrière, drapée dans une robe de soie, un glaive entre les seins, sa chevelure en casque doré. Tu veux te mesurer? Eh bien, mesurons-nous sur la place de Colophon. Les dieux, les hommes, les nymphes seront juges. Et on a installé sur la place de Colophon 2 métiers à tisser. Et nous avons tissé des jours, 7 jours, 7 nuits. D'abord, sont apparues les couleurs, puis les motifs, et puis les scènes. Athéna avait choisi de tisser les vanités des hommes. Jalousie, orgueil. Moi, les frasques de Zeus, chaud lapin. Les hommes ricanaient, les dieux se gaussaient, les nymphes se taisaient. Voilà, 7 jours, 7 nuits. Et à la fin de la 7e nuit, au matin du 7e matin, du 7e matin, et au soir, voilà, l'étoile était terminée. Elle rivalisait d'inventivité, de finesse, de perfection.
C'était impossible de savoir quelle toile était la plus belle. Mais c'est ainsi, les hommes ont voté pour moi, les dieux pour Athéna, la chouchoute de Zeus, et les nymphes, je ne l'ai su qu'après, vaincant aux cieux avec Athéna, elles ont voté pour moi. Je n'ai pas eu le temps de me réjouir. Athéna, avec son glaive, s'est précipitée sur ma toile, l'a lacérée, et je n'ai pu que m'enfuir de rage, de déception, avec un lambeau de ma toile. Je me suis sauvée dans les ateliers, et à un crochet destiné à faire sécher les toiles, je me suis pendue. J'étais poursuivie par Athéna. Quand elle est entrée dans l'atelier, je respirais encore. Magnanime ou cruelle, elle a dit « Tu veux tisser. Eh bien, tu tisseras. Toute ta vie, tu tisseras. Tu seras araignée. Tu tisseras dans les coins sombres des maisons, dans les buissons des jardins, dans les esprits ténébreux des hommes. » Voilà. Je dis, je suis araignée. On me chasse, on me protège, mais le matin, dans la rosée du matin, je suis bijou d'argent. Et le soir, on me dit espoir. Merci. Je m'attendais pas à cette fin-là. C'est cool. Ah bah c'est le mythe d'Arachné, revu et corrigé par moi-même. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était un super moment autour d'une fille. C'est vrai que du coup, c'était, comme tu disais au début, c'était bien large. On a eu droit à une gentille diablesse aussi au début. Voilà, on a un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Et de tous les pays, comme d'habitude. Voilà, on voyage. Merci Annick, merci Sophie. J'espère que nos auditeurs et auditrices ont passé un bon moment en notre compagnie. Et c'était Tisseurs de contes dans Contes à l'Ouest. À bientôt sur Quartier des Ondes. Merci. Merci.